Manon Aubry, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. La France Insoumise ne demande pas la démission d'Adrien Quatennens. Vous dites une mise en retrait. Concrètement, une mise en retrait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est plus le porte-parole de la France Insoumise. Vous, Alix Pouyaguet, ici à France Info, vous ne l'inviterez plus au nom de la France Insoumise le temps de cette mise en retrait qui devra durer tout le temps nécessaire pendant l'enquête judiciaire. Je crois que les choses sont très claires. Un homme qui est l'auteur de violences conjugales n'est pas le représentant d'un mouvement féministe qui est le nôtre, celui de la France Insoumise. Et est-ce que ça veut dire qu'il peut quand même venir dans l'hémicycle, qu'il peut assister aux réunions du groupe, qu'il peut travailler? La seule différence, c'est qu'il ne s'exprime pas, mais en revanche, il peut être là, présent, travailler, en sous-main? Chaque chose en son temps. Pourquoi ça se passe dans ce sens-là? Parce qu'en réalité, là, dans un premier temps, il a dit très clairement qu'il était l'auteur de violences conjugales. Donc, ça déclenche une mise en retrait qui est automatique. Maintenant, il y a une enquête judiciaire. Et de cette enquête judiciaire, peut-être d'autres mesures seront prises par la suite. Mais accepter que le temps judiciaire n'est souvent pas la même temporalité que le temps politique. Vous êtes en pointe sur les violences faites aux femmes dans le cadre de votre parti. Est-ce que justement vous n'auriez pas intérêt à affirmer davantage encore vos valeurs féministes, à être sans concession? Ça voudrait dire demander à Adrien Quatennens de siéger désormais chez les non-inscrits. Vous savez, on nous pose beaucoup de questions depuis plusieurs jours. Et je vais vous dire que moi-même, je suis fatiguée, en colère. J'en ai marre qu'on nous interroge, on nous pointe des doigts. Alors, au passage, c'est surtout aux femmes qu'on demande des comptes. Nous, les femmes de la France Insoumise, qui portons ce combat en interne. Mais en réalité, je suis assez fière qu'un mouvement comme le nôtre n'ait pas tergiversé. Quand je regarde ce qui se fait ailleurs, quand je regarde au gouvernement, quand je vois que Nicolas Hulot, Gérald Darmanin, Damien Abad ont été maintenus au gouvernement pour des faits autrement plus graves, il a fallu des semaines et des semaines. Il a été personnellement protégé par Emmanuel Macron. Et donc, je rappelle les faits, il a été accusé de viol avec l'utilisation de drogue. Donc on parle de faits qui sont autrement plus graves. Et eux regardent leur Une gifle, c'est quand même grave. On l'a dit très clairement. Dans la même journée, nous publions un communiqué, non seulement qui dit que c'est des violences conjugales, que nous les dénonçons très clairement, que nous sommes un mouvement féministe, que oui, le retrait d'Adrien Quatennens était nécessaire et que la lutte contre les violences conjugales, contre les violences sexistes et sexuelles restera une des priorités de notre mouvement. Quel autre mouvement politique aurait fait cela compte tenu du contexte que vous connaissez? Honnêtement, j'en connais pas beaucoup. Il y a aussi une chose qui a été extrêmement frappante ces derniers jours, c'est qui est monté au front chez les Insoumis. Ce sont les femmes, c'est vous, c'est Daniel Obono, c'est Clémentine Autain, c'est Mathilde Panot. Est-ce que les violences sexuelles et sexistes, elles sont et elles ne restent qu'une affaire de femmes? Trop souvent, c'est vrai, vous avez raison, trop souvent. Trop souvent parce que déjà, et c'est le cas dans notre mouvement politique, on a mis en place un comité de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, je le dis, qui a le mérite d'exister, qui a traité de nombreux dossiers, qui a pris ses responsabilités, qui a écouté la parole des femmes. Au passage, je dénonce quand même l'attaque de la ministre Isabelle Robe, qui en profite. On va en reparler. Donc on y reviendra. Mais oui, ce sont des femmes qui, souvent, sont en première ligne. Et c'est vrai que c'est difficile. On a l'impression que c'est aux femmes les grands principes et qu'elles appliquent. Et puis aux hommes, l'affect, la politique. Alexis Corbière, c'est vrai qu'on ne l'a pas entendu. On sait que c'est un proche et d'Adrien Quatennens et de Jean-Luc Mélenchon. Je crois quand même que tous les hommes de notre mouvement ont partagé le communiqué de la France Insoumise, que ce communiqué a le mérite d'être clair. Mais ils n'étaient pas sur les tribunes à le dire. Ils n'étaient pas à batailler dans les matinales le matin, pour le coup, les hommes. Invitez-les et j'espère qu'ils en parleront avec la même fougue, la même envie pour dire très clairement que oui, notre mouvement est un mouvement féministe et que nous avons mis toutes les mesures en place, qui ne sont pas parfaits, je vous l'accorde, et c'est pour ça qu'on va continuer à y travailler. Depuis ces révélations, est-ce que vous avez eu, vous, personnellement, une discussion avec Jean-Luc Mélenchon? J'ai pas eu l'occasion d'échanger spécifiquement sur le sujet. Je sais que ça a été difficile pour lui. Qu'il y avait une forme de conflit de loyauté entre une amitié politique et une amitié personnelle qu'il pouvait avoir et ces faits de violence qui ont été révélés. Forcément, il y a eu un malaise collectif dans la semaine, mais je crois qu'il a été largement précisé, corrigé. Et depuis,
tout le monde s'en tient à ce communiqué de la France Insoumise. Sauf que Jean-Luc Mélenchon, on ne l'a toujours pas entendu. Il a fait deux tweets qui étaient maladroits, en tout cas qui ont fait naître des contestations. Il est où, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui? Il va s'exprimer quand à nouveau sur cette affaire? Je crois qu'il aura l'occasion de faire une émission à la fin de la semaine, donc vous aurez l'occasion de l'entendre. Mais vous avez vu aussi qu'on a un mouvement politique et ce mouvement, il a agi. Et Jean-Luc Mélenchon est le leader de ce mouvement politique, mais il fait partie de ce mouvement politique. Donc il a jamais remis en cause la mise en retrait d'Adrien Quatennens, ni même notre Non, communiqué. mais il a pu choquer les Français en passant suffisamment sous silence une femme victime de violences conjugales. Je comprends, et c'est pour ça que je vous le dis, ça nous a tous mis mal à l'aise. Après, de facto, vous avez vu la réaction collective qui était la nôtre, et je crois que c'était la bonne. Et de nouveau, je crois que c'était la meilleure qu'on puisse avoir à ce stade. Et je crois aussi qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et jeter tous les combats féministes qui ont été ceux de notre mouvement. Un dernier mot sur Jean-Luc Mélenchon. C'est la première fois, me semble-t-il, au sein de votre parti que finalement la parole du chef, même si on dit que ce n'est pas le chef, c'est quand même le chef, est remise en cause. Est-ce que ça veut dire d'une part qu'il n'a rien compris au tournant féministe, sa génération, parce que c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Il a compris la transition écologique, mais le féminisme, il ne comprend pas. Et est-ce que ça veut dire aussi que sa succession peut en quelque sorte être ouverte, qu'il faut un peu plus de modernité? C'est un peu tôt pour parler de sa succession quand même. Les élections présidentielles sont dans un peu moins de 5 ans. Non, là, l'enjeu pour nous, véritablement, c'est de faire en sorte que le combat et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est un combat qui est difficile. Oui, notre mouvement n'échappe pas au patriarcat. La différence, c'est que nous, on en a conscience. La différence, c'est qu'on le combat. La différence, c'est qu'on met les outils en place. Alors oui, ils ne sont pas parfaits, mais moi, je veux dire à toutes les femmes de notre pays qu'on crée ces outils justement pour que, quand on va porter plainte, on sait la difficulté que c'est pour un viol. Il y a eu de nombreuses expériences, nombreux témoignages qui disent, y compris, je viens porter plainte pour un viol et un policier me demande est-ce que tu as joui. C'est pour ça qu'on crée ces cadres de confiance pour recueillir la parole au sein de nos mouvements. Et c'est ces cadres-là qu'il faut continuer à améliorer. Et ça, c'est une décision féministe de notre mouvement. Mais est-ce que justement, ces cellules d'écoute, elles n'ont pas aussi un petit peu montré leurs limites à partir du moment où les membres se connaissent entre eux, qu'il peut y avoir de l'affect, des amis, et qu'on a peut-être plutôt tendance à finalement essayer de régler ça en interne et pas à encourager la femme ou l'homme, parce qu'il peut y en avoir, enfin en tout cas la femme, à aller porter plainte. C'est un peu ce que dit aujourd'hui Isabelle Rome, la ministre de l'égalité femmes-hommes. Elle dit que ces cellules d'écoute internes au parti, elles n'aident pas forcément à se tourner vers la justice. Vous savez, moi je suis pas d'accord avec cette espèce d'instrumentalisation de cette affaire et cette attaque en règle contre les cellules d'écoute qui existent dans les partis. Parce que nous, on a le mérite d'en avoir créé une qui recueille la parole, qui souvent accompagne les femmes et les accompagne aussi, y compris pour aller porter plainte. De nouveau, je vous reprends les exemples que j'ai cités. Quand vous avez des femmes qui n'ont pas confiance dans le cadre judiciaire, le cadre policier pour aller porter plainte et qu'ils se tournent vers le mouvement politique, là, nous créons un cadre d'écoute pour leur dire, en fait, on vous croit. Et je veux dire à toutes les femmes, non seulement on vous croit, mais on prend les mesures politiques conservatoires, on en a fait la démonstration. Mais regardez pour ta WAF. On a pris la mesure conservatoire. Oui, mais on a senti qu'il y a eu du flottement pendant quelques jours sur la manière dont on l'exfiltrait et que les Pardon, mais en quelques jours, prendre la décision de retirer l'investiture pour un candidat... Parce qu'il y avait une enquête de la presse. Qui d'autre l'a fait? Il y a Benoît Simian, par exemple, qui était un candidat, un député de La République En Marche, qui a été condamné pour violence conjugale. Il portait un bracelet électronique. Il avait des mesures qui l'empêchaient de s'approcher physiquement et géographiquement de son ex-femme. La République En Marche voulait le mettre comme candidat. Vous voyez, évidemment qu'on a encore mieux à faire. Mais je crois qu'il faut un peu balayer devant sa porte. Et cette attaque en règle de La République En Marche, pour moi, elle m'est insupportable parce qu'à la fin, ça nuit. C'est pas une histoire politisée entre nos deux mouvements politiques. Ça nuit à la lutte contre les violences sexistes et ça sexuelles. n'empêche pas les femmes de porter plainte, le fait d'être écoutées au sein de leur Non seulement ça ne les empêche pas,
mais souvent nous les aidons, nous les accompagnons, nous les mettons en relation avec des associations, nous les aidons à trouver un avocat. Et donc nous offrons les conditions qui permettent de judiciariser des affaires et donc de protéger les femmes. Et franchement, là, ce que vient de dire la ministre, c'est extrêmement grave parce que c'est une attaque en règle contre un progrès qui a été fait pour les femmes ces 20 dernières années dans les mouvements politiques. Alors, nous, on va continuer à travailler, à améliorer nos outils, mais ce que la ministre vient de faire, je trouve ça que c'est indigne d'une ministre du droit des femmes. On vous entend. On passe à un autre sujet, hein, sur l'actualité aussi des retraites. On dit qu'Emmanuel Macron pourrait glisser la réforme dans le cadre des discussions sur le projet de financement de la sécurité sociale qui sera discuté en octobre. Alors, c'est constitutionnel, il a tout à fait le droit de le faire. Est-ce qu'il a raison de le faire? C'est un coup d'État social. J'ai pas d'autre mot. Quand vous avez une réforme des retraites aussi importante que celle-là qui vise à repousser l'âge de départ légal bien au-delà de 62 ans, ça mérite à tout le moins, quelle que soit l'opinion des uns et des autres, à tout le moins un débat démocratique. Vous imaginez un petit article glissé qui va passer en coup de force avec le 49.3, alors qu'une majorité des Français sont opposés à cette réforme des retraites. Donc ça veut dire alors qu'il faut rien que le faire. Conseil d'orientation des retraites... Il faut mettre à la poubelle la réforme des retraites. Mais le Conseil d'orientation des retraites dit lui-même qu'il n'y a pas de déficit insupportable, que nous avons les moyens de financer. Alors oui, on peut partager mieux le temps de travail, par exemple, plutôt que de transférer de la retraite au chômage. En fait, ça a un coût aussi pour la société. Et nous voulons vivre dans une société où, oui, nous aspirons à partir à la retraite à 60 ans. Nous avons fait la démonstration que c'est finançable. Et je crois que organiser son avenir de cette manière-là et se dire qu'on peut vivre en bonne santé et profiter de quelques années de la retraite, c'est un horizon pour lequel on doit se battre. Et c'est pour ça qu'on appelle à la mobilisation à la fois le 29 septembre et le 16 octobre prochain. 15 secondes, s'il utilise cette méthode, s'il y a un 49.3, il y aura forcément une motion de censure. Est-ce que vous êtes prêt à retourner aux urnes? S'il le fallait, nous le ferons, puisque Emmanuel Macron a décidé de ne pas écouter la représentation nationale. En tout cas, nous y sommes prêts s'il le faudrait, mais je crois que Emmanuel Macron serait bien plus prudent d'avoir un vrai débat démocratique et de retirer sa réforme des retraites à laquelle tous les groupes politiques s'opposent, y compris dans sa propre majorité qui s'oppose sur la méthode du 49.3. Merci Manon Aubry, bonne journée, bonne journée.